nous sommes là. Donc, pour ne pas tarder, comme je vous avais présenté nos esquisses pour le petit retard, nous allons introduire le premier intervenant. C'est un professeur qui parlera, le professeur Baniako. Lui, on l'invite, il parlera pendant 30 minutes et nous allons le recevoir en acclamant très fort le Seigneur. Merci beaucoup pour la parole. Seigneur l'archevêque, distingués invités, j'ai répondu à cette invitation puisque je crois à la parole, je crois aux convictions des gens. Et si j'ai davantage accepté, c'est puisque je me suis fait l'idée que les pasteurs, la société civile que vous êtes différents des politiciens. Puisque le doyen Ouadé, qui est un constitutionnaliste avéré, il a dit « Les intellectuels, ne soyez pas comme ces barbares des politiciens qui, pour avoir le fruit, ils abattent l'arbre. » Ça, c'est le politique. C'est la définition qui donne du politicien. Pour avoir le fruit, ils abattent l'arbre. Et je crois que la Constitution, tout comme ce qui représente les institutions, sont les fruits. Et généralement, la base qui est la population, qui font de ces dirigeants, de ces hommes, les valeureux représentants, ce sont ce peuple qu'on abat. Je voudrais ici faire peut-être une grande révélation, pas une grande, une révélation tout court. Si Dieu nous a créés, c'est puisqu'il nous voulait du bien. Il nous voulait du bien pour que nous fassions du bien. Or, je reviens, les politiciens, c'est celui qui veut faire du mal à son peuple. Je pense, et je l'ai dit à l'archevêque, que vous avez une grande mission, que chacun de nous, chacun de vous ne pourra peut-être pas accomplir, mais le peu que vous pouvez faire, il faut le faire. Cette nation doit être sauvée non seulement du corps, mais de l'âme. Et je crois et je suis très convaincu que les efforts que vous faites, rassurez-vous, ça porterait bien non seulement ici sur terre, mais là au-delà. Et j'y crois. Le sujet que je voudrais aborder, c'est le sujet de la révision constitutionnelle. Pourquoi j'aborde ce sujet? Puisque j'estime que c'est l'intelligence qui fait qu'un pays ait une constitution. Et pour qu'un pays ait une constitution, non seulement il faut réfléchir, mais il faut se donner la conviction que grâce à cette constitution, on va bâtir une nation. Mais malheureusement pour nous, nous avons eu le malheur que la constitution que nous avons, c'est une constitution élaborée entre les belligérants et pour les belligérants. On n'y fait pas attention, puisque ça se reproduit. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme parti politique ou leurs dérivés, c'est surtout essentiellement des belligérants. Et c'est dans cet esprit qu'ils ont élaboré cette constitution, c'est-à-dire comment se partager les pouvoirs et comment rester le plus longtemps possible en échangeant tout simplement comme dans une chaise à musique.
Si vous regardez bien notre constitution, ce n'est pas que je voudrais nécessairement, comme beaucoup le font, les débats pour le changement. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la révision constitutionnelle. Donc nous pouvons davantage améliorer au fur et à mesure que nous découvrons les intérêts du peuple, les intérêts de la nation et surtout de notre souveraineté. Dans notre constitution actuelle, si vous reprenez déjà dans le préambule, on ne parle pas de la souveraineté. Et ça, c'est quand même très grave. C'est que dès le départ, on a privé le peuple congolais les droits d'être souverain. Et je pense que personne, vous allez lire, si vous avez l'occasion, lire cette constitution au préambule déjà. Nulle part on ne parle de la constitution, de la souveraineté. Vous prenez l'article 1er, cet article 1er parle de l'état de droit, en quelque sorte, mais vous prendrez la place, l'état souverain, ça revient à la 4e position. État de droit, indépendant, je ne sais pas encore, et puis état souverain. Ça, c'est l'article 1er déjà. Donc, on a pratiquement mis la souveraineté dans une position, une portion. Pourquoi? Puisque ceux qui se partageaient les pouvoirs, ils n'avaient qu'à faire de la souveraineté. Et quand ils font allusion à cette souveraineté, article 5, la souveraineté, ce n'est pas l'État souverain. Ils disent, malin ennemi, la souveraineté revient au peuple. Donc, l'État congolais n'est pas souverain, c'est le peuple, puisqu'il manipule ce peuple, et la souveraineté se dissout dans ce peuple, l'article 5. Et moi, je me dis que c'est un des problèmes les plus graves, c'est que les Congolais ne prennent pas conscience de la réalité. On se bat pour les accessoires, alors que le fondamental n'est pas débattu. Il n'est pas débattu, puisque la Constitution, tant que les gens y pensent, ils voient un objet du pouvoir. Non, la Constitution, ce n'est pas un objet du pouvoir. La Constitution révèle à une nation ses objectifs et ce qu'il peut protéger ou doit protéger. Entre autres, c'est la souveraineté. Or, dans notre ça devient d'ailleurs, ça revient à l'article 2, lorsqu'on parle de la souveraineté. Et ça, cette souveraineté, ce n'est pas l'État qui est souverain, c'est le peuple, vaguement. Et un autre élément, à l'article 6, qui est très fondamental, c'est qui exerce le pouvoir. Ce sont les partis politiques qui expriment par le suffrage, ils expriment, comme on peut le dire, les droits de gouverner. Or, nous ici, l'intelligence des politiciens, ils ont trouvé que les partis politiques, c'est un problème de conviction, c'est un problème d'encadrement, c'est trop compliqué. Faisons les regroupements politiques. Et ça, c'est le plus grand piège. La Constitution dit que ce sont les partis politiques qui expriment par les suffrages le devoir de gouverner ou la volonté de gouverner. Et quand vous prenez les dernières élections, depuis 2006, toutes ces élections sont organisées en regroupement politique. C'est-à-dire que les partis politiques qui sont censés former, éduquer et orienter la volonté, ces partis politiques sont mis sous gouvernance ou domination des regroupements politiques. Et d'ailleurs, moi en son temps, quand on parlait de l'union sacrée de la nation, je dis qu'on ne refasse pas les expériences antérieures. C'est une forme de parti politique unique alors.
Oh, ça, il fallait éviter. Et je crois, lors des consultations de 2020, je crois que le président pouvait échapper à ces dangers de prioriser les regroupements politiques. Oh, il est tombé dans les pièges et nous nous trouvons dans ces pétrins où l'Union sacrée, c'est tous ces belligérants qui se sont retrouvés, et je crois que sur les 40, il ne peut pas manquer au moins le 10e, si pas 20, qui sont des anciens belligérants. Et personne ne fait attention à ça. On est dirigé par les belligérants. Et la conséquence, c'est que la Constitution, lorsque je dis que les politiciens méprisent, écrasent le peuple, vous prenez tout simplement, au-delà des libertés, les droits, vous prenez les droits fondamentaux de la population, l'article 34, il parle des droits économiques, sociaux et culturels. Mais que dit cet article? Cet article dit que la propriété privée est sacrée. Et par la suite, quand la propriété privée est sacrée, ça dit on protège la propriété privée. Mais que vient faire? Quels sont les droits du peuple? C'est dans cet article 34 que devraient se retrouver les droits économiques. Ça dit d'abord l'emploi, la protection de cet emploi, les conditions de travail et éventuellement l'assurance de la vie après avoir terminé le travail, les retraites. Nulle part dans cet article 34 on parle. Donc, c'est cet élément fondamental. Au lieu de se battre sur le pouvoir, sur autre chose, on devrait se battre sur ces droits économiques, sociaux et culturels. L'article 34 est vide. Et d'ailleurs, dans une des thèses, on a démontré que le Congo ne s'est pas trahi par le pouvoir, le Congo s'est trahi par la négation de son peuple. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas être étonné qu'il y ait des étrangers qui viennent nous gouverner. Et ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui que nous pouvons constater ça, mais depuis très longtemps. Je me souviens en 1963, on venait d'être indépendant, il y a un ministre de commerce qui avait des origines douteuses, le Parlement, puisqu'il voulait créer ce qu'on appelle le Kivu central. Et on l'a découvert, on lui a privé le droit de sa nationalité congolaise. 63. La suite, nous la connaissons. Puisqu'il y a des gens qui arrivent, qui se disent qu'ils sont les fils des Congolais et qui nous gouvernent, et on découvre par la suite qu'ils ne sont pas Congolais et personne ne s'en inquiète. En commençant par les pouvoirs. Ça, c'est le plus grand scandale de l'histoire. Puisqu'au lieu de condamner ceux qui nous gouvernent par usurpation, les pouvoirs ne disent aucun mot. Et heureusement, c'est par la justice que ça passe. Encore, ça s'est passé mal. Puisque la première accusation devrait être l'usurpation de la nationalité. C'est ça l'accusation. Le reste, si vous avez un étranger qui vous vole et que le pouvoir ne le protège pas, c'est que c'est là où se cache notre faiblesse. C'est là où se cache notre faiblesse. Et je voudrais non seulement constater que le peuple n'est pas dans cette constitution, par l'article 34, mais le pouvoir est lui-même désorganisé, puisque l'article 79 qui parle de régime. Le président de la République, il est élu au suffrage universel. Mais il n'a pas le droit de nommer le Premier ministre. C'est-à-dire c'est lui qui doit appliquer le programme pour lequel il a eu mandat. C'est la majorité qui désigne. Ce n'est pas un régime parlementaire puisque
c'est le mandat donné au Premier ministre qui n'a pas été élu par le peuple, c'est lui qui exécute le programme du chef de l'État. En d'autres termes, ce n'est pas qu'on voudrait sanctifier, moi je n'ai qu'à faire que ce soit le chef de l'État, mais à partir du moment où le peuple congolais l'a élu, il doit avoir le pouvoir de gouverner. Et c'est ça la faiblesse. Donc ce que nous cherchons ici, ce n'est pas la durée du mandat, ce que nous cherchons, c'est que le président de la République exerce réellement son pouvoir. Il ne l'exercera pas tant qu'on est dans cette constitution. Ce n'est pas une histoire de dire voilà, on va changer aujourd'hui ou demain, puisque là, ceux qui ont dans la tête qu'on change pour la durée du mandat, ils se trompent. Puisque l'homme politique, la valeur de l'homme politique, ce n'est pas dans la durée, mais dans l'action. Et si cette action n'est pas bien faite, c'est qu'il n'a pas le mandat. Et là, dans les cas d'espèce, nous n'aurons pas un président. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a la difficulté, chaque fois que le président, ça a été voulu par les autres, mais chaque fois que le président commence un premier mandat, il remarque qu'il n'a pas accompli même la moitié de ce qu'il voulait, puisqu'il n'a pas un premier ministre. Et là, le danger, c'est que lorsqu'il arrive au deuxième mandat, il constate davantage qu'il ne peut plus faire, il cherche un troisième mandat. Mais le troisième mandat que vous verrez, le quatrième mandat que vous verrez, ou le cinquième, ça ne sera que des échecs, puisque vous n'avez pas le premier ministre qui fait votre programme. Et là, je crois qu'on ne comprend pas jusqu'aujourd'hui, même les meilleurs constitutionnalistes, ils ne comprennent pas que tant qu'on ne change pas cette disposition constitutionnelle, il n'y a aucun président de la République qui fasse 10 ans, 15 ans, il ne va pas réussir, puisque c'est lui qui exécute, le Premier ministre, même si c'est lui qui a voulu qu'il soit là, mais ce n'est pas sa volonté, c'est la volonté de la majorité parlementaire. Et qui peut changer, nous avons vu avec le FCC, et je crains qu'il en soit de même pour l'union sacrée de la nation. Puisque le jour où il y aura une preuve forte, je crains que le président ne se retrouve seul comme l'ancien président. Le FCC a fui. Il n'est pas exclu, surtout la composition, la configuration actuelle de l'union sacrée. Les jours, ça commence maintenant, avec ceux qui vont à l'AFC M23, mais ils peuvent se vider aussi, comme ils ont fait avec les FCC. Je parlais de l'article 179, je parle encore d'un élément très important, je crois que le professeur Poche, il le sait, l'article 101. L'article 101 dit que le mandat des députés ne peut pas être impératif. Et s'il n'est pas impératif, on doit nous dire comment le député qui est élu par les canaux des partis politiques, comment il peut voter contre son parti politique. Il y a une contradiction. Au moins qu'on détermine dans cet article 101 que fait-on d'un député qui n'a pas voté par sa conscience, mais par la conscience ou la volonté de son parti politique. Que fait-on de ces députés? L'article 101 ne dit rien. Donc, c'est tout simplement une façon de tromper le peuple. Puisqu'on dit, il n'agit que par la volonté du peuple, mais tous nous savons ici que ce n'est même pas par les partis politiques, mais par les regroupements politiques dont l'union sacrée. Je l'ai dit devant vous, puisque je peux le dire, on a mes consciences. Cette union sacrée, c'est comme le FCC, comme l'AMP, comme l'IMP, tout ce qui est regroupement politique de nature, ce que la Constitution veut, ça dit ce sont les partis politiques. Et je ne sais pas, je ne comprends pas comment l'IDPS, qui est un parti qui a été longtemps, comment est-ce qu'il pouvait se prendre dans ces pièges?
comment il pouvait se prendre dans ces pièges? S'il se pose cette question, il pourra répondre aux attentes du peuple. Puisque ceux qui sont dans son entourage, comme hier avec Mobutu, comme moi j'ai été dans le gouvernement de Mobutu, j'ai été dans le gouvernement de Musée Laurent Désiré Kabila, et j'ai été à la Cour constitutionnelle avec Joseph Kabila. Et je vous dis, c'est toujours la même chose. L'entourage, c'est le blocage. Et vous avez la mission, les hommes de Dieu, les gens de la société civile, vous avez la mission de les bouter dehors. C'est ça qui gêne la population. Je me dis que, en dehors de cet article 100, mais il y a aussi d'autres articles qui gênent. L'article fondamental qui gêne, on peut dire non, l'article 217. L'article 217 dit que le pays peut céder une partie de son territoire lorsqu'il y a besoin de l'intérêt africain. Mais ce n'est pas déterminé. Mais si c'est au nom de cet article que nous avons ici un chef d'état-major général qui est rwandais, est-ce que c'est possible? Je crois que cet article 217, ça pose quand même problème et nous devons y réfléchir. Je vous remercie. Alors, si nous pouvons le faire plus fort encore, on acclame très fort là. Wow. Nous sommes grandement ouverts et je crois que les esprits se chauffent. Préparons-nous et préparez-vous pour des questions. Donc, if you have a question, you need to be prepared. Nous allons recevoir pour la deuxième personne qui va intervenir, le professeur Godin Poyi, et il a aussi 30 minutes sous vos acclamations. Mais merci à l'Éternel des armées, merci à l'archevêque président, merci aux pères qui sont là. Et merci aux pères. Donc, j'ai parlé d'abord des pères avec E et j'ai terminé avec les pères avec AI. J'interviens ici en tant que pasteur et je voulais vous prévenir qu'il ne faut pas dire que lui, il est député national, qu'est-ce qu'il vient ici. Donc, je reste membre effectif de la société civile et il n'y a pas d'incompatibilité par rapport à notre constitution. Et là, je parle sous le contrôle du professeur Banyako, qui est l'un des meilleurs constitutionnalistes de ce pays dans ses aspects politologiques. Donc, chaque fois que vous me voyez, il faut m'appeler pasteur. Et lorsque nous rentrons dans la Bible, il y a des gens comme les Joseph d'Arimathée. Ils étaient membres du Sanhédrin, mais ils ont enterré Jésus. Lorsqu'on recevait les pasteurs à Babylone, Daniel était là. Lorsqu'on recevait les autorités à Babylone, Daniel était toujours là. Cela s'est produit également en Égypte. Quand Pharaon avait besoin de Joseph comme prophète, il était là. Et les jours où il a eu besoin de lui comme premier ministre, il était là. Donc, ici, j'interviens comme société civile. Je remercie le professeur émérite Banyako, dont la pertinence de l'argumentaire n'est plus à démontrer. C'est parce que, au-delà de la théorie, il a une longue pratique. Il a exercé d'autres fonctions qu'il a refusé de décliner. Moi, je ne le dirai pas non plus. Mais vous avez compris à quel titre il a été parti prendre Étienne à Kabé-Kamanga. Donc, c'est quelqu'un qui sait tout ce qui s'est fait et le jour et la nuit. Mais moi, mon intervention sera circoncis autour des aspects économiques de notre Constitution. Souvent, quand on parle de la Constitution, les gens ne voient que les aspects politiques et institutionnels, mais il faut lire
de l'article 170 à l'article 181, on ne parle que de l'économie et de la gouvernance. Et comme le prof Baniakou le disait, la question de la Constitution, c'est une affaire d'abord de la société civile. C'est pour cela que ça passe généralement par un référendum. Donc c'est le peuple qui doit se prononcer. Et si vous laissez les politiciens vous faire la Constitution, ils vont vous donner la Constitution qui va leur permettre d'y rester jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, je suis très content parce que le prof Baniakou a déjà démontré que c'est quand même malsain sur le plan managérial de verrouiller des articles. C'est-à-dire que c'est comme si on a conçu une constitution qui va rester telle qu'elle. Or, la gouvernance rencontre beaucoup de difficultés. Nous avons tous entendu parler de l'accord ou du deal RDC, États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas fait un effort pour lire cet accord. Lorsque vous lisez cet accord, à son article 12, les Américains veulent que nous puissions fusionner toutes nos régies financières pour avoir une seule autorité de revenus, comme ça se passe en Ouganda, au Rwanda et ailleurs. Pourquoi? Parce que plus il y a d'interlocuteurs fiscaux, c'est du temps improductif, avec tout ce que cela génère comme enjeu financier. Mais c'est ces deals qui va nous pousser à changer la Constitution. Donc, lorsqu'on vous demande de fusionner vos régies financières, c'est-à-dire que vous devez modifier l'article 171 de la Constitution qui dit que les finances publiques du pouvoir central et des provinces sont distinctes. C'est-à-dire ce que le gouvernement central fait n'a rien à voir avec ce que les provinces font sur le plan des finances publiques. C'est pourquoi nous, sur le plan national, nous avons un budget. Au niveau des provinces, ils ont des édits budgétaires. Alors, lorsque vous allez au niveau de l'article 220, on vous dit qu'aucune révision constitutionnelle ne peut avoir pour objectif la réduction des prérogatives des provinces. Lorsque nous supprimons les régies financières provinciales, donc nous avons réduit les prérogatives financières des provinces. Et donc, il faut changer la Constitution. Ça, ce sont des problèmes de gestion. Alors, il y a un choix qu'il faut faire. Nous sommes l'Église, c'est nous qui vivons avec ce peuple. Soit nous acceptons de rester avec cet accord et nous allons continuer avec notre PIB de misère de 92 milliards de dollars, soit nous fusionnons les régies financières et nous avons un investissement de 500 milliards de dollars sur une période de 15 ans. Encore faudra-t-il souligner que ce n'est pas fermé dans les deals, dans l'accord RDC États-Unis. Il est dit que tous les nouveaux projets qui vont surgir doivent être portés à la connaissance des Américains. Et l'avantage d'avoir de tels investissements, ça va nous permettre un peu d'échapper à la méchanceté des politiciens. Lorsqu'il y a ces entreprises qui viennent, ce sont de nouveaux emplois qui se créent. Avec les nouveaux emplois, ce sont de nouveaux salaires qui seront redistribués. Donc, en attendant que je m'occupe de leur détournement, chacun pourra avoir un emploi stable quelque part où il se gère automatiquement, indépendamment de... Donc ça, ce sont des problèmes. Donc les politiciens ne vous le diront pas et ils viendront vous dire non, on ne touche pas, c'est verrouillé. Merci, prof, de l'avoir révélé. Mais ça, ce sont des problèmes de gestion. Et donc, en tant qu'Église, nous devons nous prendre en main. Nous devons déjà commencer nos réflexions aujourd'hui et faire entendre notre voix. C'est nous qui sommes majoritaires. Donc, cet
affaire-là va faire que tous les articles peuvent être modifiés dans le respect des intérêts supérieurs de la nation. Nous sommes toujours au niveau, c'est à la section 5 qu'on parle de finances publiques dans notre Constitution. Vous avez entendu parler du phénomène RAM. Mais qui a induit le gouvernement en erreur? C'est la Constitution congolaise. Le prof Baniako a lu plusieurs constitutions. Lorsque vous lisez la Constitution française, la légalité de l'impôt et de la taxe est affirmée dans la Constitution. Mais ici, on nous amène une Constitution où on affirme que la légalité de l'impôt. Et c'est ce qui fait que le gouvernement a écrit que la taxe n'a pas besoin d'une légalité. Donc ça doit être complété au niveau de la Constitution. Comme le prof Baniakou le disait, nous sommes dans un pays. Le malheur de nous Congolais, c'est que quand nous lisons la Constitution, nous mettons à côté la photo du président en exercice. C'est ça qui fausse les débats. Lisons la Constitution de la manière neutre. Quel est ce pays où le président de la République élu au suffrage direct a moins de prérogatives que son premier ministre? Donc c'est comme dans une famille où le papa est contrôlé par sa femme et ses enfants. Non, soyons clairs. Et quand ça ne marche pas, tout le monde passe à la télé et dit « Papa président », le papa président là, il est incompétent inconstitutionnellement. C'est malsain. Ça, ce sont des choses qu'il faut modifier, quel que soit celui qui sera président. Et lorsqu'on parle même de la durée là, mais sur le plan économique, il y a des problèmes. Lorsque vous voyez, on donne les mandats de 5 ans, de 4 ans, de 7 ans, en management économique, il y a des explications qui accompagnent cela. Pourquoi on donne les mandats de 5 ans? C'est parce qu'en économie, il y a une différence entre un budget, un programme et un plan. Un programme, c'est en ayant 5 ans. Donc, vous allez me juger après 5 ans. Vous le savez mieux que moi, qu'en management public, nous avons 4 ressources fondamentales. C'est les ressources matérielles, c'est les ressources financières, c'est les ressources humaines, mais c'est aussi temps comme ressources. Vous m'avez donné un mandat, mais donnez-moi quand même du temps. Donc vous m'épousez aujourd'hui, vous me déclarez stérile après 2 semaines de mariage. Il y a un problème. Et vous allez constater que dans ces 5 ans de mandat, en réalité, je suis acteur. Vous ne travaillez que pendant 3 ans. Parce que la première année, vous êtes dans des conciliabiles, il faut trouver la majorité comme il a démontré. Ça va vous prendre 1 année. Et dès que vous essayez un peu de vous réchauffer, les gens de la CENI commencent à vous réclamer l'argent pour les prochaines élections. Et imaginez-vous, lorsque vous travaillez, même vous les pasteurs qui travaillent dans les systèmes rotatifs, lorsque vous savez que dans 1 année, vous devez quitter la paroisse, la motivation n'est plus la même. Et donc ça, sur le plan économique, ce sont des questions que nous devons analyser froidement. Et aujourd'hui, sur le plan empirique, il est démontré que les pays où les présidents font de longs mandats sont stables. C'est la Chine, c'est la Russie, et j'en passe des meilleurs. Vous avez vu que même les très démocrates, le président Trump, on lui a posé la question s'agissant de son 3e mandat. Vous avez vu comment il était embarrassé. Et hier, il a rappelé aux Américains qu'il était de la race royale. Oui, il a dit qu'il est cousin à Charles. Donc tout ça, c'est une façon de vous dire que vous voulez me faire partir pendant que je suis de la famille royale. Donc, il y a des problèmes réels sur le plan économique qui justifient le changement de cette constitution. Je peux me récapituler parce qu'il y aura des séances de questions-réponses. L'élément nodal aujourd'hui, c'est l'accord de Washington. Les politiciens qui vous disent que
on ne peut pas toucher à la Constitution. Il est dit les jours, mais la nuit, ils négocient leur poste. Mais les jours où ils seront nommés, vous n'allez pas les reconnaître. Alors, nous ne devons pas être à la merci des gens qui ne voient que leurs propres intérêts. Vous savez que les pasteurs vivent avec et pour les brebis. Quand on dit qu'on ne peut pas changer la Constitution, même Dieu a modifié sa Constitution. Dieu a modifié. Je vais vous l'expliquer. En fait, en sciences politiques, les États ont commencé autour des champs. Les États que nous voyons, c'était autour des champs, quelqu'un avait son champ, il a engagé des ouvriers, ils ont fait des enfants. Pour sécuriser leurs moissons, ils se sont dit, nous allons bâtir nos cases tout au long de nos champs. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui État. Et le premier champ qui a existé, c'est le jardin d'Éden. La Constitution, c'est comme une casserole. Je reste dans les aspects économiques. Lorsque vous avez mis la casserole sur le feu et qu'elle est entrée, et pendant qu'elle bout, vous devez de temps en temps la surveiller en ouvrant, parce que si vous ne le faites pas, il y aura des problèmes dans votre cuisine. La Constitution s'adapte au contexte. Nous sommes dans les jardins d'Éden, où Dieu n'avait un État avec comme démographie des personnes. Vous allez voir que Dieu n'a pas créé beaucoup d'articles au niveau du jardin d'Éden. Il ne pouvait pas dire à Adam que tu ne commettras pas l'adultère, parce qu'à part Ève, Dieu n'avait pas encore créé une autre femme. Alors nous parlons de quoi? Donc la Constitution évolue avec les contextes. Lisez bien la Bible. Hein? Donc, d'après la Constitution divine du jardin d'Éden, il n'y avait qu'un seul article, ne pas toucher à l'arbre. L'adultère, ça ne pouvait pas exister parce qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Et le monde était calme. Mais lorsqu'il y a eu un perturbateur, le Seigneur a dit que je dois adapter ma constitution à l'environnement. Et il a fait un grand travail, il est allé chercher, d'abord il a chassé ces gens-là, le monde est resté sans foi ni loi, sans constitution, c'était la transition. Et finalement, le Seigneur va apprendre que les gens que tu avais envoyés se sont multipliés. Il va appeler Moïse, il va dire que nous devons déverrouiller l'article 220. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu les 10 commandements. Donc, la première constitution avait un article, la deuxième en a eu 10, et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il gérait les affaires à partir du ciel. Quand il envoie Jésus sur la terre, Jésus trouve, chaque fois on amenait les animaux au temple, c'était sale, il les a fouettés, mais ils ne comprenaient pas. C'est ainsi que lorsque vous lisez Matthieu 5, verset 17, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi de Moïse, mais je suis venu l'accomplir. Accomplir, c'est modifier, c'est réviser, c'est changer. Et c'est depuis ce temps-là que Moïse a été complété. Moïse et les prophètes ont été complétés par Matthieu, Marc, Jean, Luc. Donc, avec l'évolution actuelle de notre cadrage macroéconomique, nous sommes en droit d'adapter notre constitution aux réalités économiques actuelles. Et donc, nous en tant qu'Église, nous allons toucher à tout ce qui peut favoriser le bonheur de la République démocratique du Congo. Et je vous ai donné les éléments. Nous sommes dans l'accord de Washington. On nous demande de fusionner toutes les régies financières. Vous ne pouvez pas le faire sans toucher à l'article 220. Et il y a des problèmes réels. Nous sommes dans un pays où le président est dépouillé de tous les pouvoirs. Ne suivez pas les apparences. En remontant dans nos mémoires, nous pouvons encore revivre le feuilleton
président de la République et son premier ministre Lukamba. Est-ce que le pays a besoin de ce genre de contradictions? Donc, bref, mon propos était de vous faire voir que aujourd'hui, il y a des problèmes économiques qui justifient les changements de cette constitution, mais nous ne pouvons pas le faire de manière brutale. Nous devons déjà préparer la population. Parce que les politiciens attendent. Ceux qui ne seront pas nommés, ce sont eux qui vont se réveiller pour dire « ne touche pas à ma constitution ». Et ça sera tard. Nous devons commencer maintenant à sensibiliser nos paroissiens, nos membres, pour leur faire voir qu'il y a des problèmes économiques avec l'actuelle constitution. Elle n'est pas en phase avec l'accord de Washington. Or, cet accord ne va pas changer seulement le PIB de la RDC, mais vous allez voir même la santé de nos dîmes et des offrandes, comment il va s'améliorer avec les nouveaux emplois qui seront créés, et nous devons travailler pour que le président ait plus de pouvoir que le Premier ministre. Et quand nous allons présenter notre démarche, il faut éviter de mettre la photo d'un président à côté de la Constitution, mais la lire de la manière neutre. Il y a des problèmes réels, techniques, surtout sur le plan de gouvernance, et c'est pour cette raison-là que nous devons la toucher. Il est anormal que vous vivez dans un pays où la légalité de la taxe n'a pas été affirmée dans la Constitution. C'est extrêmement grave. Je me récapitule en disant que nous sommes la société civile. L'affaire de la Constitution nous préoccupe au premier plan. Nous devons maintenant nous réveiller et ne pas nous laisser subir les dictats des politiciens, parce que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous et à sa manière. Voilà les peu de mots que j'avais pour vous. En attendant des questions et des réponses, je vous remercie pour votre aimable attention. Est-ce qu'on peut faire un peu plus fort encore? Can we clap just for what was talking here? Oh, wow. C'est comme ça que nous disons, c'est une matinée de réflexion et d'échange. Là, je crois que toute personne ici présente commence à comprendre. Nous ne serons pas traînés comme des enfants, ballottés comme n'importe qui, mais au moins nous serons des responsables à des décisions et aux engagements que nous prenons. Voilà, nous allons recevoir le troisième intervenant. C'est au nom de révérend Espérance Mbakane. Nous l'invitons. Pour 10 minutes, il nous parlera aussi. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à l'archevêque qui m'a aligné pour que je puisse apporter ma modeste contribution à la matière qui constituera l'objet de nos réflexions. Merci à mes éminents professeurs pour tout ce qu'ils nous ont donné comme matière, et ça nous permet exactement de réfléchir et de réfléchir objectivement. Moi, je parle de l'Église face à l'actualité de sa nation. Je me base sur Hébreux 11, verset 3. C'est un texte que normalement nous devrions connaître par cœur parce qu'il regorge un principe clé. Il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, et de cette affirmation découle un principe, de telle sorte que des choses qu'on voit viennent de celles qu'on ne voit pas. J'affirme du haut de cette chair que le monde invisible est la matrice du monde visible. Si vous trouvez quelque chose dans le monde visible qui n'a pas été conçu dans l'invisible, néanmoins vous trouverez des ramifications qui les lient au monde invisible. Je parle à la société civile, mais principalement à l'Église, aux responsables chrétiens. Lorsque nous parlons de l'actualité, c'est lorsque la mutation ou le transfert s'est exercé correctement
de l'invisible vers le visible. Je pars avec cette illustration. Un jeune homme dans la vingtaine et au bout de 3 ans a fait des conquêtes extraordinaires. De telle sorte que toute l'actualité du monde connu de l'époque tourne autour de lui. Vous imaginez bien sûr que je parle d'Alexandre le Grand et l'Empire grec. Il a tellement, en très peu de temps, impacté son monde que votre et notre Nouveau Testament est écrit en grec. D'ailleurs, lorsque Galates 4 dit que lorsque les temps firent accomplir, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi. L'expression lorsque les temps firent accomplir veut dire il y a 2 éléments que Dieu attendait que leur mise en place soit au point pour ainsi lui permettre d'envoyer son Fils. Le premier de ces éléments devait être l'exil juif. Dieu prend le temps d'envoyer les Juifs en exil un peu partout et généralement dans les grandes nations. Cette infiltration permet aux nations de connaître le concept du vrai Dieu, du seul vrai Dieu. Après l'exil juif, vient un autre élément important, c'est celui-là dont je parle. Un jeune homme dans sa vingtaine fait des conquêtes militaires extraordinaires. Il ne rencontre probablement aucune résistance, mais sa force n'est pas dans ses armes. Sa force est dans le pouvoir de sa culture. Avec tout ce que vous connaissez de la philosophie grecque, et d'ailleurs notre civilisation est appelée gréco-romaine, vous pouvez dire judéo-chrétienne, ça ne change rien. Parce que notre mode de fonctionnement, notre mode de logique, notre raisonnement est basé sur les raisonnements qui est parti de la Grèce antique, ou du moins qu'il a développé. Il prend sa langue, il l'impose comme la langue connue de l'époque. Le troisième élément arrive avec des Romains qui, eux, font des infrastructures avec le fameux adage « tout chemin mène en Rome ». Et ces 3 éléments réunis, Dieu s'est dit, c'est le temps que mon fils vienne. Le monde connu de l'époque, le monde connu plutôt, n'a qu'une seule langue. Les infrastructures relient l'ensemble des territoires et la diaspora juive ayant apporté le concept du seul vrai Dieu, le message partira le plus loin possible. Effectivement, le Nouveau Testament est écrit en grec et tous les élites de l'époque pouvaient du moins prendre connaissance de cela. Et le route facilite l'évangile à aller un peu plus vite. Si Dieu l'avait fait 3-4 siècles auparavant, on n'aurait pas eu le même résultat. Mais mon discours veut dire quoi? Mon discours veut dire simplement, avant qu'arrive Alexandre le Grand dans le temps, avant qu'il ne se manifeste dans le temps, ce qui fait l'actualité. Daniel, dans sa vision, dans ses entretiens avec l'archange, je pense Gabriel, parce que c'est lui qui était emprisonné par les princes de Perse, et finalement c'est Michael qui vient à son secours. Daniel nous révèle que viendra le prince de Javan. Et lorsqu'il viendra, il exercera le jugement sur le prince de Perse qui m'a emprisonné. Ça se passe dans le monde spirituel. Et finalement, lorsqu'Alexandre le Grand arrive, et la manière dont il renverse l'empire, le puissant royaume de Perse et de Mède, n'est que l'accomplissement de ce qui s'est passé dans le monde spirituel que Daniel a vu. Alors, si vous interdisez à Daniel de s'intéresser à ce que vous appelez l'actualité, ou si Daniel se paye le luxe de ne pas s'intéresser à l'actualité de sa nation, qui le ferait mieux que lui? Si vous demandez à Daniel de s'arrêter qu'à la prière et de laisser les politiques faire tout le reste, je pense, et le professeur Godet l'a dit tout à l'heure, lorsque Pharaon a besoin d'un prophète pour l'interprétation de sa vision, c'est Joseph qui l'appelle. Mais c'est le même Pharaon qui dit plus tard, où trouverions-nous un homme
aussi intelligent et aussi sage que celui-ci. Cela résume dans le fait qu'il a eu la possibilité, avant que l'actualité ne se manifeste. Je vais me répéter là-dessus. L'actualité n'est que la manifestation de ce qui a été conçu dans l'invisible. Lorsque Pharaon a son songe, il n'y a pas d'actualité de cette année de vache grasse, il n'y a pas d'actualité de cette année de vache maigre. Lorsque l'actualité se manifeste, décider de mettre à l'écart celui qui a eu le privilège d'accéder dans l'invisible pour voir ces choses, veut dire que vous aurez du mal à rectifier les équations. Tout à fait intéressant, mes amis. Je crois que ce concept n'est plus à démontrer. L'Église, face à l'actualité dans sa nation, elle ne devrait pas attendre que l'actualité ne se manifeste. Je lis dans les annonces, mon archevêque parle des leaders qui doivent faire entendre leur voix prophétique. Tout ce qui est prophétique est lié à l'esprit, à la capacité de pénétrer le monde invisible pour voir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrivera demain. Et tous ceux qui ont eu la possibilité, d'une manière ou d'une autre, d'avoir accès dans les fréquences spirituelles, ils doivent s'engager résolument à refuser qu'ils soient mis à la touche lorsque ce qu'ils ont vu se manifeste en forme d'actualité. C'est pour cela que le professeur Godet a dit que lorsqu'on avait besoin d'interpréter cette écriture en langue, cette fois-là, c'était pas la Randi Kamara Babobo Roshi, c'était plutôt écrit, mais en langue. On a eu besoin de Daniel. Pas seulement qu'il s'arrête là, mais qu'il apporte également sa sagesse à la gouvernance. Je vais m'arrêter là en disant, c'est que nous, on appelle actualité dans le temps. Parce que la réalité, la vérité plutôt, est que dans l'éternité, le temps n'existe pas. N'attendons pas que des choses se manifestent et que nous soyons surpris comme tout le monde. Je ne vais pas insister là-dessus, parce que la plupart des événements qui se sont passés dans cette nation et même dans les autres nations de la terre, l'Église en a été avertie. Qu'elle le publie ou pas, parce que la responsabilité, ce n'est pas toujours de publier. Peut-être aussi de se mettre à genoux, de prier pour changer les choses. La deuxième des choses, c'est que nous refusons catégoriquement et énergiquement qu'on nous demande de nous limiter simplement à la prière. Mes intervenants ont parlé de nous en qualité de société civile. Et la force d'une nation, c'est dans sa société civile. Les politiques, je ne vais rien dire de plus que ce que mes professeurs ont dit, mais sur la société civile, entre autres l'Église, nous pouvons compter et croire. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce qui manque à nous, des fois nous ne savons pas comment encourager un si grand discours. Est-ce qu'on peut encourager en acclamant très fort? C'est de cette façon, il faut savoir encourager. Vous avez senti la complémentarité et les langages. Ce que j'ai pu déceler, les langages étaient techniques. Le professeur a parlé comme un professeur dans la Constitution et Pasteur Godin Foy, il a parlé comme un fiscaliste, comme un économiste. Il a parlé à ces termes. Et vous verrez que le révérend Espérance Mbakane, il parle en termes de la spiritualité. Ça, c'est pour interpréter une chose, la Constitution. Donc nous sommes au bon moment pour les réformes. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour ça? J'allais vous lire, introduire cette étape importante. Déjà bon, nous allons prendre quelques questions. Donc, je crois que ce qu'on a fait, c'était
le changement de la Constitution. Mais on ne l'a pas réussi. On n'a pas réussi à donner une Constitution digne des peuples souverains. Et lorsque nous avons cette Constitution, je pense qu'il serait plus humble de dire que nous allons réviser cette Constitution dans le sens noble du terme. Et comme je disais, j'ai eu la chance d'être dans cette Assemblée constituante. Et il faut avoir, non seulement politiquement être fort, mais intellectuellement. Convaincre les gens que cette Constitution, nous la changeons, nous changeons de bout en bout. D'abord, il faut avoir l'intelligence d'imaginer quels sont les articles que vous voulez changer là-dedans pour faire une nouvelle Constitution différente de la Constitution précédente. Et de mon expérience, j'ai vu Mobutu quand il a lutté vers la fin, puisque je suis entré au gouvernement vers la fin, pour avoir une nouvelle constitution différente des constitutions de partis uniques, il n'a pas réussi. J'ai vu Kabila le père se battre pour changer la constitution, il n'a pas réussi. Kabila a réussi puisque c'était une constitution des armes. Et ça, il faut le savoir. Là où on était, ce sont des belligérants qui parlaient. Ni la société civile, ni les partis politiques ne pouvaient pas parler. Donc, il ne faut pas vous imaginer que comme ça, en chantant ou en dansant. Non, c'est très compliqué de changer une constitution. Il faut avoir de la matière intellectuelle pour dire que la première, elle n'est pas bonne, et donner la matière pour la seconde que vous voulez changer. Non, je pense que faisons les choses simples. Merci. La révision constitutionnelle signifie que nous changeons les articles qui ne sont pas compatibles à l'intérêt du peuple. Et ce n'est pas en termes d'une personne, ce n'est pas en termes des intérêts des personnes. La deuxième question de madame sur la discrimination, je crois que l'article 14 qu'elle évoque, c'est un article qui ne doit pas aller dans le sens de parité 50. C'est un principe. Cet article est inscrit pour lutter contre la discrimination à l'égard des femmes. Et je pense que de la même manière, ce n'est pas seulement les genres, mais aussi les générations. Donc, je crois que si nous obtenons le principe et que nous l'améliorons, ce principe, le nombre de personnes, ça ne compte pas. Ce n'est pas moitié-moitié qui ferait changement. Merci. Ce n'est pas moitié-moitié qui ferait changement. Et il ne faut pas entrer dans les mythes de dire il faut qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait un homme, puisque nous voyons dans la réalité ce que cela veut dire. Soyons corrects, arrêtons nos principes, pas de discrimination comme un seul homme, que ce soit les hommes, les femmes, luttons contre la discrimination à l'égard des femmes, luttons contre les violences faites aux femmes, mais il ne faut pas aller dans les chiffres, puisque les chiffres, ce n'est pas la qualité. Merci. Merci. Nous donnons aussi l'espace au professeur Godet, pasteur Godet, comme il aime qu'on l'appelle. Il va... Merci. Et j'insiste qu'il faut m'appeler pasteur. Et quand vous m'appelez pasteur, il ne faut pas dire qu'il avait porté la tenue de Simon Kimbangu. Donc, je ne l'ai jamais fait. Ce sont les trucs montés par l'intelligence numérique. J'ai un grand respect pour Papa Simon, mais je n'ai jamais porté son pagne. Je suis vraiment pasteur du mouvement du réveil. Parce qu'il y a un pasteur qui a prêché à son église, il dit, moi je suis son conseiller politique. Et il avait porté. Non, je n'ai pas encore de conseiller politique. Quand je serai nommé, j'en aurai. Voilà, il y a beaucoup de questions. Et nous commençons par celle du pasteur Israël, Poy. Il dit, budget, programme et plan. D'après vous, quel serait le nombre d'années suffisant
pour qu'un mandat soit réussi. Et en théorie des organisations, il y a ce qu'on appelle la théorie de la contingence. On n'applique pas les textes de la même manière dans des environnements différents. J'ai insisté sur le fait que le budget, il est annuel, les plans, il est quinquennal, les programmes, il est quinquennal, donc de 5 ans. Et on est dans un plan lorsqu'on est au-delà de 5 ans. Mais dans les faits, aucune autorité n'exerce son mandat pendant ces 5 ans-là. C'est ça le débat. Et d'ailleurs, j'ai aimé quand les professeurs émérites expliquaient les difficultés qu'il y a dans la nomination du Premier ministre. C'est tellement chronophage qu'au bout du bout, on n'exerce que les mandats pendant 3 ans. Je partage avec vous ma modeste expérience lorsque j'étais le tout petit président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons laissé 1,150 milliard parce qu'on voulait vous faire ce qu'on appelle métroquine. Mais on ne l'a pas fait parce que l'État ne nous a pas permis. Ça, ce sont des réalités. Tant qu'on aura ce système qui nous prend une année pour former le gouvernement, je ne suis pas moi sur le plan de gestion, bien sûr. Sur le plan politique, les gens peuvent faire d'autres lectures. Mais sur le plan de gestion, lorsque vous me donnez des responsabilités, donnez-moi du temps pour les accomplir. Donc, tant qu'il y aura cette léthargie dans la constitution du gouvernement, l'identification de la majorité, les formateurs à 2 mois, les 5 ans ne permettront à aucun président. Je pèse les mots. Nous sommes en matière de gestion, nous ne faisons pas des incantations ici. Donc, aucun président, même si vous prenez le président Trump, il va échouer en République démocratique du Congo. Et là, nous avons 2 cas de figure, soit aller dans le sens du prof Baniakou où il faut accélérer le processus de nomination, soit il faut prolonger de 2 ans. Comme ça, vous avez le temps de faire toute la procédure et les gens vont travailler effectivement. Ce n'est pas pour rien que les spécialistes des sciences économiques ont établi cette différence entre un budget, un programme et un plan. Donc, tout est question de contexte. Et j'insiste, aujourd'hui, il est établi que dans les pays où les présidents font de longs mandats, il y a plus de stabilité. Vous n'allez pas comparer. Pourquoi l'Europe est faible? L'Europe est devenue faible notamment à cause de ses courts mandats. Vous n'allez pas comparer Poutine à Macron. Poutine connaît le monde. Macron, il vient, il fait quelques temps, il part, mais Poutine a vu tout le monde défiler. Aujourd'hui, vous voyez ce que la Chine est en train de faire. Elle concurrence dangereusement les États-Unis. Donc, les États-Unis qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avaient comme quotité du PIB 50%, sont aujourd'hui descendus à 26% et la Chine est déjà à 17%. Et même dans la vie sociale, vous allez voir que souvent les nouveaux mariés se chamaillent régulièrement. Ils n'ont pas encore l'expérience du mariage. Mais les gens là qui ont déjà fait une femme avec qui vous avez déjà fait 25 ans de mariage, ce n'est plus votre femme, c'est votre collègue. Donc il y a la stabilité. Et nous pouvons le démontrer de manière théorique et de manière empirique. L'Europe ne fait que baisser sur le plan de gouvernance. Évidemment, vous allez me parler des États-Unis, mais aux États-Unis, on a le gouvernement dans les jours qui suivent l'élection du président. Et là-bas, il n'y a pas de premier ministre. Donc nous devons éviter des comparaisons bâtards. En sociologie, on dit, pour comparer des choses, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit de contexte, soit de structure. Donc le président des États-Unis n'a pas besoin d'un premier ministre. Il peut faire 4 ans. Et moi, les dangers, c'est de lire la Constitution en cataloguant un président. Là, nous faisons les débats. Analysons des choses froidement.
La deuxième question, c'est l'article 14 de Madame Tabita. Il faut la comprendre. Hein? Vous savez que les mamans, pour leur parité, elles sont prêtes à mourir parce que c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, on doit appliquer ça. Mais le problème, c'est que maintenant, dans la pratique, trop peu de femmes s'engagent dans la vie politique. Mais nous avons, donc on pourrait avoir les débats par la suite, je suis président d'un parti politique, nous avons cherché les femmes à aligner pendant les élections. Le révérend Kajemar, là, il est témoin. Il n'y en avait pas assez. C'est ce qui fait que, et pourtant l'avantage qui nous a été accordé par la loi électorale, c'est que si vous avez une liste où il y avait déjà cette parité-là, vous étiez exempté de la caution. Mais nous avons parcouru les églises, il n'y avait pas... Je sens que vous vous êtes engagés, mais il faut sensibiliser davantage les femmes pour que cela n'arrive. Tout ce que le président fait maintenant, c'est par rapport à ses convictions personnelles. Mais lorsque vous regardez même pendant les élections, nous sommes à l'Assemblée nationale, il y a de moins en moins de femmes, et pourtant, sur le plan démographique, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc ça, c'est un problème d'engagement, comme les profs étaient en train de le dire. Je sais qu'il y a des femmes de qualité maintenant. Vous avez été défavorisés par l'histoire, mais maintenant ça va. Et l'une des raisons pour laquelle, dans le cadre de nos réflexions, nous devons voir comment matérialiser cette parité. La troisième question, c'est le révérend Bravo, les bénéfices de l'Église dans tout ça. Vous savez, lorsque la société va, l'Église va. La Bible dit, priez pour les pays dans lesquels vous avez été déportés, car votre bénédiction en dépend. Si nous sommes dans un pays stable, où les gens sont rémunérés régulièrement, vous n'allez pas intercéder pour les dîmes et les offrandes. Vous ne va pas intervenir. Après Kilt, vous savez qu'aujourd'hui, après Kilt, nous recevons difficilement les gens qui viennent pour des affaires spirituelles. Tout ça, c'est le reflet de la société. Donc, si nous avons une constitution en intelligence avec la gouvernance, donc, en fait, pour nous, l'approche en économie, c'est que la constitution doit être servante de la gouvernance. Donc, on ne va pas parler de modifications robotiques des textes, mais il faut que ces textes servent la société. Moi, je respecte les avis des autres, mais moi, je crois que la RDC a un problème et des hommes et des textes. Et donc, les bénéfices, ce sont les effets propagateurs. Il y a un collègue qui a demandé si on peut réviser la Constitution en temps de guerre. Là, c'est non, c'est connu. Donc, on n'a pas à discuter là-dessus. Mais je voulais vous rappeler que dans cet accord, je vais rencontrer la question qui était venue là-bas. Il nous est fait obligation de modifier ces dispositions constitutionnelles dans 12 mois. Les Américains comptent. Donc nous ne sommes pas là pour parler du retour prophétique de Jésus. Il s'agit de choses concrètes qui doivent se faire dans 12 mois. Je parlais même avec l'un des meilleurs constitutionnalistes de ce pays hier. Quand je lui ai dit, mais est-ce que vous avez déjà lu l'accord de Washington? Il était surpris d'apprendre ce que je vous disais. Et donc, en temps de guerre, non. Mais les Américains, ils savent que quand ils ont demandé cela, ils vont mettre fin à la guerre. Et vous aurez constaté que depuis cet accord, il y a de moins en moins de morts dans l'Est du pays. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Alors, il y a un révérend qui dit, mais lorsque la Convention viole la Constitution, nous l'appliquons ou bien nous la déclarons inconstitutionnelle? J'aimerais seulement vous signaler que nous aurons un secrétariat technique. Il aura aussi à intervenir et à travailler sur toutes ces questions. Et je crois que ça, c'est une première, mais elle n'est pas une dernière. Nous aurons des cadres comme ça, c'est juste pour donner l'information et puis échanger, pour enrichir notre cerveau et permettre aux Congolais que nous puissions atteindre nos objectifs.
Voilà pourquoi nous sommes pratiquement vers la fin, mais il y a un intervenant qui est venu en retard. Vous allez me donner 10 minutes et il va aussi intervenir. Et puis, c'est l'archevêque qui va venir les derniers pour finir. Donc, nous appelons le révérend Léopold Mutombo qui va intervenir pendant 10 minutes. C'est pour nous à la fois un honneur de prendre la parole ici, parler dans le cadre justement de ce grand sujet de révision au changement. Je pense que dans toute l'histoire des nations, toutes les constitutions ont été à un certain moment revues ou retouchés ou carrément mis de côté. Ceux qui connaissent, qui lisent un peu l'histoire des grandes nations, quel que soit ici en Afrique, je pense que tous les problèmes, pour un analyste objectif, peut comprendre que tous les problèmes qu'a connus cette nation, surtout au cours de ces dernières décennies, ont été favorisés malheureusement par cette constitution que beaucoup ne connaissent pas encore, à la plus grande partie de la population. Et ayons le courage de faire table rase et que tout le monde ait les yeux regardant sur les choses et sur les choix qu'il ferait de la constitution. Nous sommes partants, nous voulons que la constitution non seulement qu'elle soit revue parce qu'on ne connaît pas tout le contenu. Les citoyens lambda n'ont jamais lu cette constitution-là. Parfois, on lui parle des articles, mais il n'en connaît pas l'entièreté. Je pense que la chose qui va permettre à tout le monde de comprendre, c'est qu'une constitution d'une nation doit être vue, encouragée par tout le monde. Nous sommes favorables au changement, pas à la révision. Merci. J'ai fait moins de 10 minutes, je pense que ça va. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le révérend Léopold? Merci. Je crois que nous voulons recevoir l'archevêque, président, qui vient pour son intervention. Papa Ejiba Yabapia. Merci. On acclame, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je dis merci à Dieu qui nous donne le souffle de vie, qui nous donne la force de nous lever et de marcher. Je dis merci à vous parce que si vous n'êtes pas là, les éminents professeurs auraient difficile d'exposer cette matière si importante à des chaises. Mais parce que vous êtes là, je vous dis grand merci. Grand merci aux éminents professeurs pour cette clarté de matière et merci aux hommes d'église. Je vois l'évêque Espérant Bakadi et le patriarche apôtre Léopold. Merci à tous les pères qui ont accepté de sacrifier de leur temps. Je sais que si je me mets à citer chacun, en tout cas, nous allons avoir le péché d'oublier quelqu'un qui peut se sentir moins valorisé. Or, chacun de nous, comme nous l'avons dit dans notre invitation, chers leaders, votre voix compte. Parce que votre voix compte, notre voix compte en tant qu'Église,
Quand un professeur enseigne, il vous montre l'idéal. Il vous montre tous les éléments qu'il y a. Et maintenant, vous vous faites une leçon de dire, avec tout ce qu'on vient de nous dire, qu'est-ce qui est bon. Je donne un exemple. Le prof Bagnakou, en parlant de la difficulté du changement, les maîtres mots qu'il voulait dire, qu'il faut le courage. C'est ça ce qu'il voulait dire, que parce que la chose est complexe, il faut le courage. Or, s'il y a les gens qui peuvent avoir un courage exceptionnel, ce sont les hommes de Dieu capables de prêcher à un voleur, et puis le voleur abandonne de voler et il devient un homme normal. S'il y a ceux qui peuvent aider la société, ce sont ces hommes et des femmes de la société civile, lesquels parfois travaillent bénévolement sans attendre le salaire de qui que ce soit. C'est pourquoi, dans cette réflexion, une parole a été dite sur ce micro. Le professeur nous a dit, je l'ai dit au singulier parce que l'autre professeur a dit, je me sens à l'aise quand on m'appelle pasteur. Il a dit que lui, il enseigne, il pratique et il a vécu. Partant de là, son expérience, ses connaissances, son vécu, il ne voit pas en quoi on peut trouver dans la Constitution un article qu'on appelle verrouillé. Il a dit, de tout cela, l'article 220 sur lequel la plupart se focalisent pour dire, oui, on peut tout toucher, mais on ne peut pas toucher l'article 220. Mais il dit que de différentes constitutions, il n'a pas trouvé là où on dit il y a les articles verrouillés et intouchables. Quand il n'y a pas article verrouillé ou intouchable, cela signifie si alors les souverains primaires, comme on aime l'appeler, donc le peuple, se retrouvant que quand les belligérants se sont rencontrés, parce que c'est ça l'origine de la constitution que nous avons, ils se sont dit, d'ailleurs, lui le professeur nous a aidé à réfléchir, que quand on a dit, bon, mettons un article verrouillé, ça signifie qu'il y avait quelque chose là-dedans que l'on était en train de vouloir, alors on dit, bon, dans ces conditions, verrouillons les choses pour que personne ne vienne les changer. Or, l'évolution de l'histoire, l'évolution des populations, l'évolution des nations permet toujours, comme dans le leadership on dit, que la croissance, ce n'est pas la croissance qui amène le changement, mais c'est le changement qui amène la croissance. Partant de là, nous disons que nous ne pensons pas avoir convoqué ces journées ou matinées de réflexion, comme qui dirait, réformer la Constitution, pour nous, ce n'est pas changer les règles pour les hommes. Ce n'est pas ça le leitmotiv. Je me répète, réformer la Constitution, ce n'est pas changer les règles pour les hommes, mais c'est adapter l'État pour protéger la nation. Et cela fait appel à la notion de souveraineté. Donc la souveraineté de notre nation nous tient à cœur. La gouvernance, comme on vient de nous parler avec des termes économiques, nous tient à cœur. Et parce que nous avons parlé de réformes constitutionnelles,
Les uns parlent de mon changement, les autres parlent de mon révision. Mais si déjà un document, 2006, on a dit c'est la naissance de la Constitution, 2011, on dit non, il y a des choses qu'on doit réviser. Et nous nous posons la question, est-ce qu'on ira seulement de révision en révision ou nous emboîterons les pas comme disait le patriarche, l'apôtre Léopold tout à l'heure en disant la bonne chose serait carrément de mettre les documents et dire où sont les articles, parce qu'on dit que dans notre constitution il y a l'article 220 qu'il ne faut pas toucher, et le peuple dira quoi? Est-ce qu'on doit demeurer avec un document qui a été travaillé sans votre accord? Le peuple réellement n'a pas été consulté quand on avait fait cette constitution-là. Or, quand il y a changement de constitution, il y a ce qu'on appelle la loi référendaire. Cette loi référendaire permet à la population de dire, si nous disons oui, ça veut dire quoi? Et on explique à la population les conséquences soit du changement, et la population dit si tel est le cas, il est normal que l'on puisse changer. Et ça fait que la population, ayant participé, a la capacité aussi de s'approprier. Imaginez-vous comme on nous a montré ici par les éminents professeurs, que le président de la République, en termes de président, ne voyait pas le visage de quelqu'un, voyait la fonction constitutionnelle. C'est lui qui va vers le peuple. C'est lui que le peuple dit, oui monsieur, nous sommes d'accord que tu prennes les règnes de la nation entre tes mains. Il reçoit le mandat du peuple. Maintenant, il dit, j'ai besoin du Premier ministre pour savoir comment on va gérer la chose publique. La Constitution lui dit, monsieur, tu as le suffrage universel, mais sauf tu n'as pas le pouvoir de nommer le Premier ministre. Et il doit se retourner où c'est chez les députés. Et je l'ai dit quand nous étions avec les confessions religieuses, moi-même avoir été député élu pendant 5 ans, mais là-bas, c'est... Ils disent même en politique il n'y a pas de cadeau. Oui, oui, si tu seras Premier ministre, il faut que je sache effectivement qu'est-ce que... Et alors, on devient en termes de dire, finalement, le Premier ministre pratiquera le programme de qui? Pratiquera-t-il le programme du président de la République ou il pratiquera le programme des parlementaires? Et c'est là le problème. Et là, nous comme peuple, nous disons, non, non, si nous avons donné mandat au président de la République, le Premier ministre doit aussi pratiquer le programme du président de la République. Voilà pourquoi nous pensons que réformer la Constitution ou les réformes constitutionnelles, je disais, ce n'est pas changer les règles pour les hommes, c'est adapter l'État pour protéger la nation, c'est empêcher la balkanisation. Parce qu'il y a des articles dedans. Quand on dit vous pouvez céder une partie de votre souveraineté, et cela au profit de l'unité africaine. Mais ça se trouve dans la Constitution. Ça, ce n'est pas la Bible. Parce que vous me direz, pasteur, vous avez sur ma Bible, Tonine, Bilokwana est la Constitution. Et alors, quelqu'un vous dira, bon, vous comprenez, au nom de la paix, bon, je ne sais pas quel type de paix, est-ce que c'est une paix réelle? Voilà pourquoi nous disons qu'en tant que leader, nous devons nous parler. Et pour cela, quand disait tout à l'heure, le prof en disant que le changement de la Constitution, ça nécessite une adhésion populaire. Et nous ne pouvons pas, nous, comme Église, nous targuer la poitrine en disant nous sommes les seuls à résoudre le problème. Non. C'est pourquoi nous avons dit aux membres de la société civile, en disant qu'ils nécessitent
où il y a nécessité d'avoir une coalition. Donc les différentes forces en présence, les confessions religieuses, la société civile dans sa diversité, et nous établissons un cadre de concertation. Et dans ce cadre-là, un secrétariat qui fonctionnera, qui permettra que toutes ces questions que nous n'avons pas pu répondre de long à large, peut-être les deux professeurs n'ont pas eu du temps, parce qu'imaginez-vous, ils enseignent ces choses pendant des heures et des heures, mais ce n'est pas en 45 minutes qu'ils peuvent nous débobiner tout ce qu'ils peuvent avoir comme et matière en tant que théorie, et matière en tant qu'expérience vécue, et alors les conseils, et encore les conseils, quand on vous donne les conseils, on dit, en pratiquant ces conseils, voilà ce qu'il faut éviter, toutes ces choses. C'est avec les ateliers, c'est avec encore davantage de journées de réflexion que nous arriverons à ce que chacun de nous comprenne la chose et il va s'approprier. J'entendais là-bas quelques amis qui disaient « Écoutez la voix de la jeunesse, écoutez la voix de la jeunesse ». Mais quand vous prenez cette jeunesse, imaginez-vous celui qui peut avoir 30 ans maintenant, en 2006, il avait quel âge? Vous avez la réponse. Ça veut dire ce qui s'est fait, lui n'était pour rien dans tout cela. Et alors, est-ce que on va dire, oui, tu es né, tu as le droit de subir, ou on va dire, tu es né, tu as grandi, il faut qu'on t'intéresse à la chose de ta nation. Et nous, comme Église, nous nous disons, pensons et réfléchissons. Donc nous disions que réformer la Constitution, c'est empêcher la balkanisation, c'est restaurer l'autorité de l'État. Et donc, quand on dit réformer la Constitution, parce que nous avons parlé, quand on parle des jeunes, quand on parle des expérimentés, ça signifie préparer l'avenir. Pour dire qu'un jour, vous et moi, et les autres qui ont mon âge, nous sommes en train d'aller. Pourquoi alors, avant que le Seigneur, parce que la loi de la santé de l'âge pourra atteindre chacun de nous, mais quand nous avons encore la force, nous pouvons dire, mettons ce cadre. Église, faisons entendre notre voix. Nous n'excluons aucune confession religieuse. Nous sommes ouverts à discuter avec tout le monde et à parler froidement, courageusement, sans avoir la peur d'être contredit. Non. Du reste, les Français disent que c'est des chocs des idées que jaillit la lumière. Ainsi dit, quel était l'objectif en nous convoquant? L'objectif, c'est parler, comme nous l'avons dit, question d'actualité de sa nation. Et pour le moment, question d'actualité, c'est cette problématique du changement de la Constitution. Pour ce faire, nous avons dit, est-ce que les intelligences peuvent-elles parler? Voilà pourquoi nous avons cherché le prof Banyakou et le prof Godempoï, et nous avons, par question de génération, nous avons dit, l'évêque Espé Mbakadi pourra dire quelque chose en tant qu'église, et le patriarche Léopold pourra également accompagner avec quelques idées. Les questions que vous avez posées, ça contribue à ce que l'on va encore faire quand nous allons nous convoquer. Si quelqu'un me demandait, en sortant d'ici, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous disons, avec l'exposé donné tout à l'heure par le prof Banyakou, nous retenons que il n'y a pas de jurisprudence pour dire qu'en 1964, il y avait des articles verrouillés et nous ne voyons pas pourquoi en 2006, on doit nous faire un document en disant qu'il y a des articles verrouillés. Nous disons que celui qui a les verrous, c'est le peuple congolais
et non pas 2 ou 3 individus. Et parlant de cela, nous dirons qu'en écoutant le pasteur Godempoï, en tout cas avec les domaines du développement de la gouvernance, nous y comprenons qu'avec cette loi fondamentale, parce que toutes les lois de la République tirent leur origine de la loi fondamentale. Alors si déjà il y a autant de failles de gouvernance et de gestion à partir de la loi, nous mettre à condamner les hommes, sinon nous risquerons de perdre beaucoup de temps. Et surtout que la Bible dit, quand tu veux enlever la paille qui est dans l'œil du voisin, regarde aussi la poutre qui peut être dans ton œil. Avec conséquence que nous disons modestement, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Voyons les lois de la République. Quelles sont ces lois? Voyons alors la loi fondamentale. Parce que nous ne sommes pas des juristes, nous ferons recours à ceux qui ont fait cela comme métier. Et donc, professeur Bagnakou, sentez que nous allons encore faire recours à vous. Professeur Godet, nous aurons toujours besoin de vous. Et avec vous et les uns les autres de vos collègues, nous allons voir, quand nous allons mettre en place cette synergie de la société civile plurielle, c'est ça le mot, et là-dedans, quand on parle société civile, les professeurs d'université, ils sont dedans. Quand on parle société civile, les médecins sont dedans. Quand on parle de société civile, tous ceux qui ont un tel ou tel autre métier qui n'est pas connecté à la politique d'être député ou consort, ils sont dans ce panier-là. Donc la société civile a plus de membres que les partis politiques. Et cela étant, nous allons nous concerter. Et pour ceux de la société civile qui ont décliné de vos organisations, donc nous vous promettons, dans un futur très proche, nous allons vous consulter pour voir comment ensemble cette synergie peut s'établir et avoir une coalition qui va, nous n'appellerons pas coalition politique, non, ça sera une coalition citoyenne, parce que nous parlons en tant que citoyens de ce pays. Nous disait le professeur tout à l'heure en nous rappelant, si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Mais parce que Dieu a changé sa propre constitution, en tout cas, le pasteur a mêlé tout et l'enseignement de l'université et la Bible. Il nous a aidé que la première constitution n'avait que quelques articles parce qu'il n'y avait pas des autres femmes pour qu'on dise ne commettez pas l'adultère. Quand les femmes se sont multipliées, alors Dieu a dit il faut revoir les choses. Et donc nous aussi, si Dieu lui-même a fait de l'évolution dans sa loi, et à quoi bon la République démocratique du Congo ne peut-elle pas aussi faire l'évolution avec sa loi fondamentale? Est-ce que l'Église de la République démocratique du Congo, êtes-vous d'accord que nous puissions aussi parler notre langage à propos de la Constitution? Et donc, êtes-vous d'accord que nous puissions dire aux Congolais que si Dieu, sa propre constitution a connu de l'évolution, pourquoi nous aussi, en République démocratique du Congo, notre loi fondamentale ne connaîtra pas de l'évolution? Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, parce que vous êtes d'accord avec moi que le changement de la Constitution n'est pas un tabou, et nous dirons, nous sommes des personnes majeures, nous affronterons la question avec beaucoup de courage, nous affronterons la question. Ah, on dirait vous êtes prêts pour la bataille. Merci. Le prof disait que la question est si fondamentale et complexe, mais les pasteurs répondent qu'ils sont prêts à affronter tous les démons qui seront sur le chemin.
Ah, les pasteurs, vous êtes formidables. Celui qui pensait que les pasteurs étaient des hommes pérés du monde s'était trompé. Oh, je vous admire. Alors, bon, vous savez, pasteur, ceux qui ont payé micro, Tongo Kotan. Ainsi, avec ça, j'aurais souhaité que nous puissions aller vers la clôture de cette grande rencontre et avec la volonté de tous et du modérateur, si l'archevêque général Albert Kankienza peut s'apprêter pour prononcer la prière de clôture, mais bien sûr précédée par l'hymne national. Si tel est l'avis de tout le monde, nous pouvons nous lever et on nous aide avec l'hymne national. L'hymne national. La prière avec l'archevêque. Prions. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire un grand merci pour cette opportunité que tu nous as accordée à travers cette matinée de réflexion. Merci pour toutes les interventions qui ont eu lieu, qui nous ont beaucoup édifiés. Que toute la gloire te soit rendue. Et je recommande les prochaines rencontres entre tes mains afin que le Saint-Esprit continue à illuminer les yeux de nos cœurs. Et tout ceci pour la bonne marche de notre pays. Laisse qu'à toi seul soit le règne, l'honneur, la louange et la gloire, aujourd'hui et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous te disons tous. Amen. Amen. Merci. J'aimerais donner une précision. Nous allons rester calmes après l'hymne national. Les officiels sortiront, donc les intervenants. En tout cas, merci beaucoup à Dieu. Merci pour ce qui s'est passé. Merci pour le travail. Merci pour votre présence, aux éminences, excellences et à tous ceux qui sont ici présents. Les responsables des organisations qui ont été là. Merci. Et l'hymne national. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. C'est la sortie des officiels, l'archevêque et tous les révérends, les honorables qui sont ici devant. C'est un processus. Nous sommes en train de réfléchir sur les réformes constitutionnelles. Partant de là, je commençais avec les chefs de confession religieuse. J'ai parlé avec les jeunes et les femmes leaders de confession religieuse. Et maintenant, j'avais ici à l'hôtel du fleuve Congo
les leaders du mouvement de réveil en République démocratique du Congo et une partie de la société civile. Avec eux, nous avons pu réfléchir à l'aide des exposés des professeurs, notamment le prof Banyaku et le prof Godin Poy. Ils nous ont montré, l'un parlant sur le plan économique, comment la constitution que nous avons ne peut pas permettre la solution de gouvernance de notre pays. Et le constitutionnaliste, le prof Banyaku, nous a expliqué que depuis que la République démocratique du Congo existe, il n'y a jamais eu de constitution avec des articles verrouillés. Et encore, il nous a expliqué que l'origine, c'est une constitution des belligérants qui avaient besoin de se protéger les uns les autres. Face à toutes ces réalités, tous les chefs, les leaders, ceux de la société civile et des mondes de réveil, le mouvement de réveil en République démocratique du Congo, unanimement, ils ont dit, nous avons besoin de voir cette constitution être changée. Changée parce que l'origine, c'était les belligérants. Changée parce qu'elle a déjà été révisée une fois et donc nous ne voyons pas pourquoi aller de révision en révision. Changée pourquoi? Parce que le peuple en ce temps-là n'a pas été consulté pour se prononcer, dire un mot sur sa propre constitution. Voilà un peu ce qui a été l'objet. Et en conclusion, nous nous sommes entendus qu'on va voir une coalition et des leaders religieux et de la société civile. Toutes les confessions religieuses sont les bienvenues. Et dans cette synergie, ça nous permettra de parler, de donner un message ecclésiastique à notre peuple en fonction de la loi fondamentale du pays. Le message pour nous, c'est de dire au peuple congolais qu'il est temps de prendre votre destinée en main et d'avoir la constitution à laquelle vous-même vous avez dit oui, à laquelle vous-même vous vous êtes impliqué. Donc, on ne peut pas vouloir garder une constitution qui n'avait que pour besoin résoudre la crise des guerres des belligérants de l'époque et qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une constitution de développement. Voilà le message que nous donnons à notre peuple. Merci beaucoup, Namasola Lelo. C'est que pour retenir les amis, société civile, donc nous l'église aussi, nous avons compris que Erotika Mboka la bisoté na ba constitution article oyo toyebi yango malamu te toyebi pe bande na yango te le mingi na kati na yango eza biloko ezomema biso na l'esclavagisme. Cependant nous sommes un pays indépendant. Alors c'est comme ça que selon entre nous pour dire que nous sommes d'accord, nous mettons la main, nous donnons notre énergie en fait que la constitution ya mboka ezala changer. Nous avons abolir te, mais nous croyons la modification pour la améliorer. Ça veut dire non seulement modifier mais comme même eloko oyo etikala pour que Congolais a vivre comme esclaves na mboka na oyo sazola indépendance. Nous avons un message à lancer surtout à la jeunesse parce que ce n'est pas un début, nous avions commencé il y a maintenant 3 jours. Alors je dirais à la jeunesse, cette jeunesse qui n'a pas été là présente en 2006, que ça attribue l'important n'est pas ce qu'on a fait, mais ce que faisons nous-mêmes et ce qu'on a fait de nous. Il est temps que nous prenions les choses en main, qu'on définisse nous ce que nous voulons voir pour aujourd'hui et pour demain. Cette constitution n'a pas forcément un problème d'évolution ou de constitution, mais surtout un problème lié à une faillite. La faillite, c'est que ce sont des personnes qui avaient des armes, qui ont dû se mettre pour réfléchir ou imposer une constitution. Aujourd'hui, nous voulons que cela change, que nous voyons des clauses à mettre qui peuvent sécuriser la jeunesse et sécuriser les devenirs, ainsi que nos terres et nos sous-sols. Et donc voilà pourquoi nous disons, prochainement nous allons annoncer les descentes sur terrain auprès des jeunes, avec Ponambo, la confession religieuse, mais encore l'église de réveil sous l'initiative de l'archevêque Gilbert Mapia, afin que nous commencions à parler à la jeunesse, à expliquer le contexte, les enjeux. Espérons que la jeunesse va accepter et comprendre cela. Parce que si nous comprenons ce que nous sommes en train de faire, ça nous permettra d'agir avec efficience et avec efficacité dans nos réflexions. Nous devons d'abord remercier les organisateurs qui nous ont
une fois de plus associés à cette grande rencontre qui est la suite de celle organisée samedi, pour laquelle il avait été décidé de la création des journées de réflexion citoyenne avec la participation de toutes les couches de la population. Nous avons remarqué la participation d'un plus grand nombre de jeunes et cela nous satisfait parce que nous pensons que les questions de souveraineté, les questions qui touchent à l'avenir d'un peuple, doivent être les questions qui intéressent beaucoup plus la jeunesse. Nous ne devons pas délaisser la jeunesse à un rôle secondaire. Aujourd'hui, il est question d'exposer la Constitution dans ses failles et comme dans ses points forts. Nous avons l'intervention de beaucoup d'éminents professeurs qui ont éclairé notre lanterne sur la Constitution. Nous demandons à la jeunesse de ne pas avoir peur. Comme a dit l'archevêque président, c'est une question de courage. Tout ce qui est lié à la nation est une question de courage. Et pour ce qui est du courage, il n'y a pas de sujet tabou. Nous allons affronter toutes les questions de la nation tant que cela concerne notre souveraineté. Nous disons à la population, il est temps d'écrire l'histoire. Il n'y a pas de question de se laisser manipuler par les politiques. La question de la Constitution est une question qui relève au souverain primaire que nous sommes. Nous devons nous approprier et participer pour qu'on n'écrive plus l'histoire loin de nous, sans nous. La population congolaise doit participer cette fois-ci à l'écriture de l'histoire dans son propre pays.